Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. S'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut, anglais. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire Marc Rakir au championnat du monde de Paris. On est attaque de but. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Un peu plus tard possible, mais on peut. Oh, Ah, c'est salut sûr. Davis. Eh ben bonsoir à tous et à tous, hein. Bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour la deuxième émission de la semaine après le handball de lundi, hein, avec la convention Poligny-Arbois pour revenir sur la Coupe de France, hein. Vous avez été très nombreuses et nombreux à regarder le live et à voir aussi le replay sur YouTube, donc encore merci à vous. Je voulais faire une deuxième émission cette semaine, ce jeudi, pour vous faire découvrir une personne au parcours extraordinaire, une personne qui a commencé par la gymnastique, qui fait toujours de la gymnastique d'ailleurs, qui s'appelle Julie Villarmet. Donc on va attendre qu'elle se connecte. Pourquoi elle? Parce qu'elle a un parcours assez formidable, assez extraordinaire à nous conter. Elle a vécu un moment difficile, donc elle va revenir dessus sur ce moment. Ça lui a permis de s'épanouir aussi après, de découvrir plein de choses et d'avoir une force incroyable aujourd'hui. Elle était d'ailleurs, hein, du côté du lycée Pasteur Mont-Roland, du côté de Dole aujourd'hui pour faire de la sensibilisation sur le don de moelle osseuse. Donc bon, on a hâte de la découvrir. Je vois qu'elle vient d'arriver, donc on va pouvoir démarrer. Si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à les poser, c'est le but aussi. Et puis comme ça, on va pouvoir démarrer. Alors j'espère qu'elle a son téléphone. Alors Julie, peut-être tu es avec ton ordinateur parce qu'il faut ton téléphone pour pouvoir faire le live, parce que sinon ça ne marche pas. Là, je peux pas t'envoyer d'invitation, donc il faut que tu passes avec ton téléphone. Parce que je la vois connectée. Alors, ah voilà. Non, Clément, non. Alors, on va attendre qu'elle se connecte. Du coup, je pense qu'elle doit être avec son ordinateur. Il faut que tu passes avec ton téléphone, Julie, pour démarrer. Alors, bonsoir Julie. Ouais, c'est bon. Bah, du coup, je vais rester avec mon téléphone. C'est vrai que c'était plus simple sur l'ordi, mais pas de Ça problème. marche pas malheureusement, c'est avec la nouvelle technologie, ça marche pas avec les ordinateurs, c'est quand même le comble, mais bon, c'est comme ça. Merci d'avoir accepté l'invitation, Julie, en tout cas, pour revenir un petit peu sur ton parcours de gym et puis un petit peu les à côté aussi, ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots, à ton âge, d'où tu viens et puis ce que tu fais dans la vie? Oui, bah, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui se connectent au Oui. fur et à mesure. Euh, Attendez, désolée, du coup, il faudrait que j'arrive à caler mon téléphone. C'est vrai que j'ai rien prévu. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, bah, c'est Julie. J'ai 26 ans. Je suis originaire de Lons. Ouais. Donc, c'est à Moiran en montagne maintenant, parce que je travaille donc à Moiran. Euh, bah, j'ai fait de la gymnastique rythmique quand j'étais plus jeune, on va dire. J'ai repris récemment. Euh, Et du coup, dans la vie, tu fais quoi alors? alors, dans la vie, je suis architecte. Euh, D'accord. j'ai fait T'as des fait. études en Ouais. lycée. Après, je suis partie à Lyon, école d'architecture à Lyon, licence. Ensuite, j'ai fait mon master entre Lyon et la Suède. Et voilà, j'ai fini en France. Et maintenant, je suis réinstallée dans le Jura, dans une petite agence dans le Jura. Et la Suède, ça a dû être une sacrée expérience aussi pour toi là-bas, faire ton Euh, cursus là-bas. ouais, alors la Suède, ça a été vraiment une année. Pardon, je suis désolée. Une année. Enfin, deux. Faut pas être gêné, hein. Faut être tranquille, hein. Non, non, mais il y a le chat qui tourne.
2 ans d'épanouissement. Enfin, c'était très très intense en fait comme rythme de vie parce qu'entre le travail, j'ai voulu faire des activités sur place, enfin, j'avais envie de voyager, de découvrir. Donc c'est vrai que ça a été des très belles années, autant sur le plan pour le boulot que pour le sport, que pour la rencontre des gens. Enfin voilà, il n'y avait encore pas le Covid quand j'y étais, donc c'était vraiment le monde d'avant. Voilà. Tu, tu parlais, Julie, du sport, c'est intéressant. On va commencer sur ton parcours de gymnaste. Tu as commencé à quel âge la gymnastique rythmique? J'ai commencé la gym à 5 ans. Ok. Donc vraiment le premier sport qu'on fait quand on vient, quand on cherche un sport, quand on est petit, on a le voisin qui nous dit ah bah moi ma fille elle va à la gym, moi le garçon il va au foot. En fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un frère jumeau et mes voisins ils étaient aussi jumeaux filles-garçons et donc on a 1 an d'écart donc on a cherché un sport et les 2 garçons sont allés ensemble, les 2 filles sont allées ensemble et nous on avait choisi la gym. Donc voilà j'ai commencé à 5 ans à Lons. Ok. Euh, j'ai fait j'ai été que licenciée à Lons, bah, et puis en Suède, mais vraiment j'ai fait toute on peut pas parler d'une carrière, mais ouais voilà, c'est mon cœur et c'est ma famille. Enfin voilà. D'ailleurs elles sont là, je vois qu'elles viennent Bon. d'arriver. On les salue. Il y a eu d'ailleurs des commentaires, hein, déjà que de Marie qui dit que tu es la meilleure. Il y a d'autres commentaires, mais voilà, si vous avez des questions après, qu'on va plus en détail parler de toi, Julie. Mais alors, gymnastique rythmique, est-ce que tu peux rappeler un petit peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que on connaît la gymnastique artistique sur les agrès, choses comme ça. La rythmique, c'est quoi? Alors la gymnastique rythmique, c'est donc, un sport donc GR, donc gymnastique rythmique. S'adresse. Alors, c'est mixte, hein, même s'il y a beaucoup plus quasiment que des gymnastes filles que garçons. Il y a quand même quelques garçons, d'ailleurs, qui ont fait des belles performances au championnat de France cette année. Donc, c'est avec les engins, donc le ruban, le ballon, le cerceau. C'est un mouvement chorégraphié en musique où on fait parler autant la technique du sport que l'artistique. Voilà, c'est vraiment. J'aime pas dire, c'est pas de la gymnastique avec les agrès, c'est vraiment un mix de performance. On travaille sur un praticable qui n'a pas de ressort en fait. On travaille sur Oui. ce qu'on appelle vulgairement une moquette, donc un praticable qui fait 13 mètres par 13. Et voilà, on pratique en ensemble, donc des ensembles de 4 5 ou 6 par ces 5 ou en individuel. Voilà, c'est. Tu as évolué avec Delphine Grandjacques? Oui, oui, oui. Voilà, je la connais un petit peu, c'est pour ça que je te posais la question. Alors c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de carrière en rigolant, c'est vrai que du coup tu as longtemps pratiqué et que tu pratiques encore. Tu as quand même eu des bons résultats. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les titres, les médailles que tu as eues Euh, en regardant tes résultats alors, bah, il y a eu enfin, il y a eu plusieurs périodes en fait Mhm. dans le sport. D'abord, plutôt évoluer en ensemble. Donc là, avec mes coéquipières de groupe, on va chercher la médaille. Enfin, voilà, la compétition, elle se fait à 5. On gagne à 5, 6. Enfin voilà, s'il y a une remplaçante. D'abord, j'ai évolué en division fédérale. Alors, les noms changent assez régulièrement. Ouais. Donc, perdu ce qu'on peut dire une division fédérale aujourd'hui, qui correspond à un niveau de pratique déjà assez avancé, mais qui reste donc du plaisir. Enfin, on ne parle pas d'un niveau élite ou quoi. Où là, donc, ça remonte 2007, 2006, 2008. On a eu 3 ans de suite, moi avec mon équipe, une médaille au championnat de France. Donc ça, c'était en Bien. Mhm. ensuite, il y a eu une période où j'ai pas vraiment gagné de titre majeur parce que les études aussi, enfin voilà, la vie fait qu'on n'a pas que des Mhm. moments réjouissants. Et puis ensuite, en individuel, là, je me suis vraiment fait plaisir sur donc les championnats universitaires où j'ai décroché au total 4 médailles. Donc une en or en 2014 au massue à Boé. Ouais. C'était à Orléans où j'avais une médaille d'argent et une médaille de bronze au ballon et au massue. Et l'année d'après à Lille où j'avais eu une nouvelle médaille de bronze. Et puis
Et puis aussi après bah, d'autres quand même bons résultats au championnat de France, enfin, régulièrement classés, régulièrement qualifiés à des championnats de France en fait voilà et donc avec Et, l'ensemble. C'est vrai que depuis que je suis partie en études, l'ensemble a été mis un peu de côté parce qu'on on peut pas, enfin voilà, faut de l'investissement pour s'entraîner à 5 quoi. Donc, je le vois, tu parlais un petit peu des différents, on va dire, disciplines au sein même de la gymnastique rythmique. T'as plus on va dire, d'appétence pour tout ce qui est massue, ballon. C'est quoi un petit peu les domaines où t'excelles? euh, où j'excelle, c'est un grand mot. Non, j'aime bien le ballon. Hmm. C'est vrai que je suis assez, j'ai une sensibilité assez particulière pour cet engin. C'est un engin où on fait il y a des roulés, il y a quand même, c'est assez technique, mais il faut quand même aussi un peu de souplesse. C'est vraiment un engin qui me correspond bien. Euh, J'aime bien aussi les massues. Donc les massues, on en a deux. Donc c'est pareil, c'est assez technique, c'est un engin dur. Après, j'ai jamais vraiment fait de cerceau, par exemple. Alors c'est plus commun pour tout le monde. Moi, je suis passée un peu au travers. Pendant mes années. Puis je suis pas très grande, donc je n'ai jamais choisi ça. Ça me correspondait pas non plus physiquement. Après, quand j'ai eu fait en fait en Suède, j'avais les quatre engins en fait. J'étais obligée de faire les quatre, donc forcément on fait tout. Hmm. Ma préfère c'est le ballon, les massues, voilà. Alors, c'est vrai que tu parles, on a l'impression que tu as quand même fait pas mal de sport pendant de nombreuses années, tu continues à en faire. Ça, ça représente quoi pour toi le sport en règle générale? Parce qu'il y en a, ça représente, j'en sais rien, le dépassement de soi, ça représente un bien-être de vivre. Toi, c'est quoi un petit peu ton leitmotiv sur les valeurs du sport, sur ce que ça représente? Bah là c'est pareil. Il y a eu, enfin il y a beaucoup de, enfin, c'est un gros sujet, hein. Hmm. Et puis, il y a eu plusieurs périodes de ma vie où il y a eu des moments où ça a commencé d'abord un loisir, hein, oui, je vais essayer je sais pas si vous entendez bien. Oui, oui, on entend très bien, pas de souci. Il y a eu vraiment le plaisir au début, enfin la passion pour ce sport en fait. Donc ça a été vraiment le dépassement de soi, l'enrichissement personnel, le fait de bah, pratiquer un sport qui est quand même assez complet d'un point de vue artistique, technique, cardio. Enfin, donc c'était un petit peu vraiment une pratique complète pour moi. Donc ça représente ça, vraiment un entraînement quotidien pour me dépasser. Euh, le plaisir, la passion. Et puis sinon, bah forcément, il y a eu des moments où on a envie d'aller chercher aussi un résultat parce que c'est de l'effort. Donc ouais, voilà, il y a eu aussi une période où ça a été un peu plus un petit peu pour aller chercher des résultats, mais c'était pour moi personnellement, j'avais besoin d'avoir On a tous un côté compétiteur de toute façon quand on fait du sport. Hmm. enfin, y revenir un peu plus tard, la compétition, c'est aussi ce qui nous fait vivre, hein. Donc Ouais. voilà, puis Ouais, vas-y, continue. de enfin, c'est montrer ce sport qui est beau, transmettre voilà, des valeurs en fait qui sont le partage au sein du club, voilà, toutes ces belles choses dans le sport. C'est vrai que le sport, ça rassemble, ça permet aussi des fois de s'échapper de sa vie quotidienne, hein, des fois du train-train quotidien. Toi, alors c'est vrai on va arriver tout de suite dans le cœur du sujet malheureusement, mais je voulais dire en introduction, j'ai pas eu le temps, mais malheureusement la maladie, elle est là pour tout le monde. Il n'y a pas de classe sociale dans la maladie. On l'a vu hier avec la disparition de Jean-Pierre Pernaut, le journaliste, hein, cancer du poumon. Alors il était fumeur aussi, mais alors toi, tu as eu du coup, on t'a diagnostiqué l'aplasie médulaire. Alors est-ce que tu peux nous le dire un petit peu à quel moment tu t'as appris ça et puis nous expliquer un petit peu aux spectateurs, spectatrices, un petit peu ce que c'est comme maladie? Ouais, alors l'aplasie médulaire, donc bon, on va faire court, c'est une maladie, je vais pas non plus évoquer, c'est une maladie en fait qui attaque donc la moelle osseuse. Mhm. Donc, la moelle osseuse, on sait que c'est l'usine du sang. Oui. Donc, c'est vrai qu'on s'en rend vite compte qu'on a une difficulté. Moi, c'est arrivé en 2018 dans ma vie, en septembre.
même si ça faisait plusieurs mois que je sentais que j'étais fatiguée, même à travers le sport. Mais voilà, on se dit pas, on a une maladie rare tout de suite. Enfin, Ouais. je ne suis pas parano non plus. Euh, donc ouais, en septembre 2018, très fatiguée, des bleus, enfin des choses assez, le cœur qui commence à battre un peu plus vite, alors que j'avais quand même un bon entraînement cardio. Euh, voilà, donc l'aplasie médulaire, c'est en fait notre système immunitaire qui se retourne, c'est une maladie auto-immune, qui se retourne contre nous et qui va grignoter l'usine à sang, la moelle osseuse, jusqu'à ce que bah, la moelle, bah, pour moi, on arrive au stade ultime où elle est vide, elle ne peut plus rien produire. Donc on n'a plus de sang, en fait, on est vidé. Enfin, c'est ouais, plus d'hémoglobine, il faut des transfusions, il n'y a plus de plaquettes, donc des hémorragies au moindre, enfin, hémorragie ou hématome au moindre choc. Euh, et puis bah, plus de globules blancs, donc forcément des malades, mais malades tout le temps en fait. Un Et puis rien. Voilà, tu parlais des transfusions, tu devais en faire combien du coup? donc moi en 2018 quand c'est arrivé, en fait ça a été enfin c'était très subitement, enfin en 3 semaines totalement normal qu'aller à l'école à quelqu'un qui ne pouvait plus marcher. On m'a pris pour une folle, mais en fait, j'avais 5 d'hémoglobine. Donc là, on m'a dit, bah, il va falloir transfuser. Même après les transfusions, bah, on s'est rendu compte que j'atteignais pas le minimum syndical. Donc c'était régulier. Ça pouvait être 2 poches, comme 6 poches par semaine de sang, quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu avais des pressentiments parce que tu sentais que tu étais fatigué, mais c'est vrai qu'on se dit souvent, oh, je suis fatigué, mais ça va passer. On n'est pas toujours dans la psychose, c'est-à-dire, bah non, tiens, j'ai un truc ou voilà, et toi, t'as dû faire, bah, comme tout le monde, mais des analyses et sinon, est-ce que tu aurais fait des choses ou pas, des analyses pour te dire, bah non, ça va passer ou t'as pris au sérieux directement ce que t'as eu? Non, 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 parce que comme tu dis, on n'est pas dans la psychose au départ. Et je suis un peu fatiguée, mais j'ai un peu fait la fête la veille, ou alors c'est ce que j'ai couru un semi-marathon avec probablement un besoin en transfusion qui était déjà là en fait et ça m'a pas empêché de courir enfin voilà de faire un bon temps. J'ai C'était quand que tu as fait ce semi-marathon du coup? comment C'était quand que tu l'as fait du coup le semi-marathon? au mois de mai mois Mhm. de 4 mois avant et on m'a dit depuis 6 mois en fait. Donc Ok. un mois après, j'ai fait une compétition, j'ai fait les championnats de Suède, élite, du coup, en Suède, parce que j'étais licenciée dans un club là-bas. C'était une semaine de compétition, ça s'est bien passé. Enfin voilà, j'étais fatiguée, mais euh, et puis il fait beau, enfin voilà, on reste longtemps dehors le soir en Suède l'été. Ensuite, j'ai fait un trek avec ma meilleure amie en Laponie pendant 3 semaines quasiment à pied en autonomie. Avec un sac sur le dos. Voilà, le sport ne m'arrêtait pas, donc je ne me suis pas dit, il m'arrive un truc, je suis malade, quoi. Et, et, Analyse qui assez rapidement quand je suis revenue en France au mois de septembre. et quand tu apprends ta maladie au mois de septembre, dans la tête, comment ça se passe? Parce que c'est compliqué de, d'expliquer un petit peu dans sa tête des fois ce qui se passe. C'est assez personnel. Toi, comment tu t'as réagi? Euh, c'est un peu confus maintenant. Le déni, je pense, dans un Ouais. premier temps. Parce que déjà, au moment où on me l'annonce, on ne sait pas ce que c'est, hein. On m'annonce qu'il se passe un truc, mais on ne sait pas. Enfin, comme je disais, ça reste une maladie rare. C'est pas la première chose qu'on évoque tout de suite. Donc le déni, à mon avis, pour moi, un week-end à l'hôpital, une transfusion, c'est reparti. Le lendemain, le lundi, c'était un samedi. Le lundi, pour moi, j'allais à la gym, ou peut-être pas le lundi, mais la semaine d'après. Ensuite, on m'annonce assez rapidement une greffe. Pour moi, la greffe, elle est faite. 3 semaines après, c'est bon, l'entraînement va recommencer. Mm. En fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ouais, voilà, c'est le déni d'abord. Et puis ensuite, c'est, bah non, enfin, je vais me battre parce que justement, il y a cet amour pour plein de choses, pour la vie, pour le sport. J'ai pas envie d'arrêter Enfin, moi, il y a eu ça aussi, la gym. J'ai pas envie d'arrêter la gym. Là, il faut que je revienne un jour dans ce sport. Tu t'étais fixé des objectifs justement là, dire tiens je vais refaire de la gym parce que j'ai envie encore de faire des performances ou c'était juste pour le replaisir de faire du sport? Au début, c'était pour refaire une performance, clairement. Ok.
je vais pas le cacher, hein, parce que en Suède, je me suis beaucoup entraînée. Et du coup, quand je suis revenue, je me suis jamais sentie aussi bien dans mon sport que quand je suis revenue en 2018. Épanouie dans ma pratique, dans ce que j'avais compris de moi aussi, j'avais grandi, j'avais 23 ans. Libérée en fait de la pression parce que j'avais déjà bah voilà, j'avais déjà eu ce que je voulais en termes de résultats. Donc, pour moi, c'était, voilà, j'ai jamais été à ce niveau-là. J'ai envie d'en profiter une dernière année, de finir sur ces belles années et puis bah, de passer à autre chose. Et en fait, bah, j'étais malade au mois de septembre, donc la saison commençait à peine. Mhm. Et j'ai gardé cette frustration de me dire, bah, c'est une année que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Donc, oui, je m'étais mis un objectif de reprendre. Alors, au tout début, en me disant, tu vas revenir comme avant, j'ai très vite compris que ce serait pas possible. Donc, après, il y a eu cet objectif de tu vas reprendre pour le plaisir. Et déjà, revenir, ce sera une victoire. Ce sera chouette. Et ce sera pour faire, alors pas taire tous ceux qui m'ont dit que je reprendrai jamais, mais une victoire personnelle sur, bah, aussi si je reprends le sport, c'est que j'ai suffisamment récupéré de tout ce qui s'était passé pour pouvoir reprendre. Et pour expliquer aux gens, tu parlais tout à l'heure de greffe, un petit peu du traitement de cette maladie, la plasie médulaire. Comment on la soigne? Il y a de la chimio, il y a des traitements préventifs. Comment ça, avant de faire la greffe, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de traitement préventif hein, quand ça nous arrive. On est enfin, on a une aplasie médulaire qui est reconnue. Alors, des gens, certains vivent très, très bien avec pendant plusieurs années. Ça dépend du stade à laquelle on l'a et de la sévérité en fait de la maladie. Moi, j'étais, enfin, on pouvait pas faire plus bas en fait. C'était Ouais. vraiment. On m'a pas proposé d'autre traitement que la greffe de moelle osseuse du coup. Je sais qu'il en existe d'autres traitements où on fait un genre de reset de la moelle osseuse. Moi, c'était pas du tout mon cas. Donc, la greffe a été le premier et dernier traitement en fait possible. Moi, j'ai de la chance d'avoir un frère jumeau, un frère et une sœur aussi qui sont compatibles les deux. Donc voilà, il y a eu une période d'attente à la maison et puis ensuite, voilà, comme tu disais, il y a un traitement, enfin un euh, conditionnement par chimiothérapie et ensuite la greffe vient et après il y a voilà toute la récupération derrière, voilà, le long processus de récupération, très long. Entre le moment où tu as appris la maladie au mois de septembre 2018 et la greffe, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 2 mois. Ah ouais. Ça a été rapide. C'est rapide, hein. En général, c'est plutôt 6 mois. Moi, c'était plutôt ouais, 2 mois. Bah, 15 septembre et j'ai été greffée le 28 novembre, donc un peu plus. Quand on apprend que comment son jumeau ou sa grande sœur est compatible, j'imagine la joie, enfin même si rien n'est fait, mais on dit tout le temps que la greffe de moelle osseuse, enfin il y a des compatibilités avec dans la famille, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc quand on apprend Et que même moi, c'était pas induit. Hein. Ça reste un frère. Enfin, voilà, c'est pas vrai jumeau, fille-garçon, c'est comme un. Donc non, c'était pas. Oui, bah, on est content et en même temps, on se dit, bah, dans quoi je vais me lancer. Enfin, c'est l'inconnu. ouais, Euh, oui, surtout on est. l'après. Parce que moi, j'ai confiance en mon frère. Je savais. Enfin, voilà, on a confiance en notre famille, on est soudés, on est tous ensemble. C'est une étape qu'on va franchir ensemble, c'est un combat qu'on va mener ensemble. Et j'avais toutes les chances de mon côté entre l'équipe médicale qui me suit, le fait que ce soit une greffe de mon frère, qu'elle allait être rapide, euh, mes copains qui m'entourent, enfin, voilà, ma famille très présente, mais les associations, que ce soit l'Avenir Géniclédonien ou alors les associations pour le don de moelle osseuse, engagement leucémie, etc. Voilà, tout le monde me soutient et là on se dit bah, on va y arriver tous ensemble et je suis pas toute seule en fait dans cette histoire. Et après la greffe, donc tu expliquais la phase de rééducation s'entame. Euh, Comment on peut commencer à refaire du sport? C'était quoi un petit peu la fonction du sport pendant cette période où tu étais malade? Il y a des bienfaits quand même parce qu'on a l'impression qu'on fait du sport mais on va se fatiguer encore plus alors qu'on y est déjà bien. Ouais, ouais, bah oui, on se fatigue en fait, mais aïe, je suis désolée, tout est fatigant, je suis désolée, Ah, c'est cool. fatigant pendant la greffe, enfin, je veux dire même regarder son téléphone c'est fatigant.
Après, le sport a un rôle majeur, c'est que on est dans une chambre d'hôpital, on est enfermé pendant des mois, enfin, on peut parler de mois, dans une chambre stérile. Moi, j'avais de la chance, c'est qu'on a des associations sur la Franche-Comté qui ont équipé les chambres de Besançon avec des vélos. Euh, Ok. donc, ce qui permet, en fait, même si c'est pas du sport, d'aller pédaler. Mais quand j'avais fait mes 3 minutes de vélo des fois par jour, c'était déjà. Enfin, voilà, on est. 3 minutes, c'était pas tous les jours, c'était vraiment aller donner 4 coups de pédale, mais c'est un objectif comme un autre et oui, le sport est important après par la suite parce qu'il y a des douleurs qui s'installent progressivement, il y a la perte de muscles, on est alité, il faut faire des étirements. J'ai eu de la chance d'avoir des kinés qui étaient vers moi, qui passaient régulièrement. Là, je suis aussi bien entourée avec une kiné à Lons, que je remercie d'ailleurs pour tout son travail. Mais le sport est super important et la gym encore plus parce que je me rends compte que bah, avec les filles du club, et ben, ça m'aide aussi à me booster, à me dire c'est une séance, mais si je la pourrais pas la faire toute seule, j'aurais pas la force des fois. Enfin, je serais trop fatiguée pour la faire, mais le fait d'aller le faire en commun dans un club avec des gens, ben, on se dépasse et c'est comme ça qu'on récupère aussi. Donc c'est important, le sport a eu un rôle vraiment très très très, enfin je dirais important, pas tout de suite, mais dans les mois qu'on suivit, reprendre une activité, mais de la marche, enfin vraiment Ouais. de la marche, et puis ensuite faire 1 kilomètre en courant, ça a été voilà les premières étapes, euh, mais c'est long, Et aujourd'hui, comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu t'es, je sais pas si on va dire, tu t'es revenu une grande sportive, mais t'es une sportive aguerrie? Comment tu te caractérises? Bah, physiquement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments très très durs et puis il y a des moments où tout va bien, donc on profite de ce qui va bien. Donc j'ai repris la gym avec la GL, que pareil, bah, j'en profite aussi hein, pour voilà, remercier et dire euh, enfin, tous ces bénévoles qui nous entourent dans toutes les associations, ils font un travail extraordinaire et pour nous, à la GL, c'est une famille et sans elle, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Euh, sans, sans les entraînements qu'on a mis en place, sans leur adaptation aussi pour écouter. Enfin voilà, c'est vraiment c'est tous ensemble qu'on a construit ça. Donc là, j'ai repris au mois de septembre. Mais très tranquillement au début, c'était pour le plaisir, pour retrouver des sensations. Et c'était vraiment. En plus, il y a eu le Covid après, donc j'aurais Hmm. peut-être plus tôt, mais c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, c'est un peu compliqué pour tout le monde et il n'y avait pas de compétition. Donc là, on s'est tous retrouvés quand même au mois de septembre. Il y a eu les premières compétitions. On a senti que la saison, elle allait se faire normalement. Et franchement, ça a été bénéfique pour tout le monde et pour moi aussi. Et c'est ce qui m'a permis d'aller au bout enfin d'une saison en individuel. Bon, c'est pas fini comme je l'aurais imaginé, mais juste voilà, retrouver les sensations de la compétition, c'était incroyable déjà. Et là, donc la deuxième, donc nous à la gym, on a une première partie de la saison de septembre à décembre, janvier en gros, c'est individuel. Et ensuite, là, on a commencé les ensembles et la première compétition, c'est ce week-end. Ah bah voilà. Voilà. Donc ça Du tombe. coup, Donc j'ai repris aussi en ensemble avec voilà, des jeunes. Je suis un peu la petite mamie du groupe parce qu'on a 10 ans d'écart avec avec les autres filles, mais on s'entend très bien. Et donc voilà, on essaie de construire ça aussi ensemble, de se découvrir et puis bah, d'avancer chacun avec nos envies et nos motivations qui sont peut-être pas tout, enfin, forcément les mêmes entre des lycéennes et moi, mais faire à l'écoute, ça se passe bien. Enfin, voilà, tu dois être un exemple, tu dois être un exemple pour elle, mais c'est vrai que pour rien cacher aux gens, lundi la semaine dernière, tu me disais, ouais, je sors de l'hôpital, je suis un peu fatigué. J'avais dû voir en plus sur des photos, peut-être que tu avais posté que tu as encore un traitement à prendre anti-rejet, enfin, tu as un gros lourd traitement à prendre en médicaments, c'est ça? alors, je prends plus d'anti-rejet Ah, depuis.
Quelques mois, ouais. On a essayé de mettre ça en place parce que je le tolérais pas forcément très bien. Donc, on s'est dit, allez, on tente, ça marche. Donc, on en profite. Mais oui, il y a encore des gros traitements, notamment par bêta-bloquant. Donc, s'il y a des sportifs par là, ils comprennent assez rapidement pour le cœur. Donc, c'est vrai que j'ai un rythme cardiaque qui est plus bas que ce qui devrait être, mais je suis limitée aussi, moi, dans ma machine, quoi. Quand j'ai 100. L'amplitude est plus basse du coup. Ouais, mais je peux pas monter plus haut que 120, 130. Le médicament bloque ça. Donc, c'est vrai que quand tu fais un effort intensif, il m'arrive d'avoir ouh là là, voilà, des petits malaises des fois. Enfin, c'est léger, mais je sens que ça monte, donc je m'arrête. Euh, mais oui, Et je pense. tu vas à l'hôpital une fois par semaine, c'est quoi du coup, comment ça se passe? Ton Non, suivi. c'est plus une fois par semaine. Ça l'a été. Je vais chez le kiné une fois par semaine. Ensuite, l'hôpital, ce qui concerne tout ce qui est la greffe, c'est tous les 2, 3 mois. Mais entre-temps, il y a des échanges, hein, c'est vraiment un contact assez permanent avec nos médecins. Après, en fait, il y a tellement de visites avec tellement de spécialistes que du coup, c'est vrai que j'ai quand même un emploi du temps qui est assez réglé. Au final, oui, je consacre une journée par semaine de soins, mais quand je dis soins, c'est très large. Ça va du kiné à la psychologue, parce que c'est important d'en parler. Ouais. Euh, Psychologue, tout ce qui est pharmacie, le médecin, moi faire mes soins à la maison, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc c'est toute une équipe qui encadre, ça me prend, je dirais, quasiment une journée par semaine encore, 3 ans après la greffe. Ouais. Tu expliquais cet après-midi à des jeunes au lycée Pasteur Mont-Roland, t'expliquais un petit peu ton combat et surtout bah, la nécessité de s'inscrire sur les listes de donneurs de moelle osseuse. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer un peu le process pour s'inscrire et surtout rassurer, parce que c'est vrai que tu me le mettais dans les commentaires et même moi je le connaissais, mais c'est vrai que je m'étais trompé, le principe de pouvoir après donner sa moelle, on pense tout de suite à opération, mais c'est pas le cas à une grande majorité des cas, quoi. Non, non, alors en fait, l'inscription, elle se fait, donc déjà, il faut le rappeler, c'est des jeunes, donc on parle de l'inscription entre 18 et 35 ans. Ça se fait de son vivant, le don. Quand on s'inscrit, on donne pas forcément dans l'instant, on est enregistré sur un fichier. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas euh, c'est le donneur, une fois que il est inscrit, il va être en attente, il va être veilleur de vie. Et puis, si un jour il y a un malade comme moi qui a besoin d'une greffe, on va prendre son typage génétique, en fait, on va chercher dans la base de données s'il y a un donneur potentiel. Et donc, si là il est appelé, eh ben, on fera des présélections. Voilà, le don, on n'est pas appelé, on ne donne pas le lendemain. C'est vraiment, on s'inscrit d'abord. Donc sur Jeune Donneur, vous pouvez recevoir. C'est un kit salivaire. On prélève un frottis dans la bouche. Enfin voilà, c'est un coton-tige. On renvoie le kit et ça nous inscrit, ça nous pré-inscrit en fait. Et Parce que puis moi j'ai fait un don du sang, enfin une prise de sang pour pouvoir être inscrit. il y a plusieurs méthodes maintenant. Il y a donc, prélèvement frottis buccal, prélèvement de salive et du coup bah, le kit par sang. Mais c'est que dans les EFS. Enfin, voilà, le pour des jeunes, c'est de s'inscrire sur Jeunes Donneurs ou même auprès des associations comme Engagement Leucémie et ça se fait sur place avec voilà, un petit coton-tige. Et Alors là, il y a un donneur, enfin, il y a une chance sur 1 million hein, d'être compatible, je crois, avec quelqu'un d'autre. Et on a vu, il y a pas mal de sportifs, on pourra en revenir au sport, en faire le lien, c'est intéressant. Il y a beaucoup de sportifs qui se sont engagés dans cette lutte de don de moelle osseuse. Je pense notamment à Caroline Colombo, qui a fait d'ailleurs troisième aujourd'hui en biathlon en Coupe d'Europe, et Lou Jean Monod, sa compère. Les deux sont engagés. Il y a beaucoup de sportifs qui sont engagés dans ce combat. sportif parce que je pense que c'est une cause qui rassemble, enfin qui peut rassembler. En fait, c'est un don qui est facile dans le sens où c'est un don de son vivant. On parle de cellules, il faut être en parfaite santé. Les sportifs sont souvent en parfaite santé. Il n'y a pas de contre-indication au don au moment où. Alors, je parle pas de Quentin Fillon-Maillet, c'est sûr qu'on va pas l'appeler au moment de ses jeux. Mais dans l'idée, on peut s'inscrire et être appelé dans 10 ans. Donc, un sportif en pleine santé maintenant, il a des chances d'être en pleine santé dans 10 ans aussi. Je pense que enfin, c'est aussi une cause qui rassemble parce que c'est des maladies qui touchent aussi des jeunes sportifs. Les leucémies, enfin, entre autres.
c'est assez fréquent, on entend parler. Et je pense que, alors je sais pas exactement pourquoi il y a beaucoup de sportifs qui s'investissent, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont inscrits et qui médiatisent dessus. Et je trouve que c'est une bonne, c'est bienveillant et c'est vraiment très, très chouette, quoi. Et on partage des moments super sympas. Enfin voilà, du coup, on reviendra peut-être dessus plus tard, mais là, on était à la Transjurassienne avec donc d'autres sportifs. On a parlé de ça, on parle du sport en même temps. Enfin, c'est toute une famille, c'est des échanges qui se font assez simplement au final. Et c'est vrai que ça, il y en a qui ont peur de donner, mais en fait, à 75% du temps, le don, il se fait par transfusion sanguine. Alors ça dure 4 heures, c'est vrai que c'est long, mais 4 heures dans une vie par rapport à, pour sauver une vie, c'est... On nous donne quand même un traitement, donc c'est Oui, des mais c'est pas quelque chose de néfaste hein, pour le donneur. On protège avant tout le donneur quand même. Donc on booste la moelle du donneur et en fait il produit énormément de cellules et le surplus passe dans le sang et c'est à ce moment-là qu'on le récupère. Donc on prélève comme un don du sang en fait. On prélève, on récupère que les cellules souches et on redonne même les globules rouges du sportif, enfin du sportif du donneur. Donc on est fatigué 24 heures quoi. C'est pas une anesthésie générale. Enfin alors si dans 20% des cas, mais c'est bien spécifique donc on va peut-être pas trop. La plupart du temps voilà c'est un don ça prend du temps, une demi-journée oui. de ça fait une vie. Ouais. Ouais, pour sauver une vie, je pense que ça vaut le coup. Et c'est vrai que ce combat, hein, tu l'as aussi retranscrit à travers un petit ouvrage que alors, il faut que je remonte d'ailleurs comment dans l'histoire, mais t'as écrit un ouvrage qui s'appelle Des mots remèdes aux mots, qui a été notamment soutenu par l'association Traces de vie. Bah, c'est C'est à l'écrire. Ouais. pardon? C'est le Trace de vie qu'il a écrit avec moi. Enfin, c'est vraiment oui. Une collaboration. Et du coup, t'expliques un petit peu, bah, c'est un journal de bord de toutes tes hospitalisations et un peu voilà, comment tu l'as vécu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi t'as eu ce besoin d'écrire ça? Alors, bah, il y a eu plusieurs raisons. Déjà, ça s'est imposé à moi. Donc ça, j'ai pas calculé. Hein. C'est venu. On m'a demandé. Enfin, mon corps m'a dit, il faut que tu écrives. Voilà, j'étais pas très littéraire, mais ça s'est fait comme ça. Ensuite, il y a eu un besoin assez rapidement de communiquer, de parler de ça. Alors aussi, je pense que c'est une maladie où on est très vite enfermé parce qu'il faut se protéger, plus de défense immunitaire, on disparaît un peu de la circulation. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont peut-être pas forcément compris. Et je pense que écrire, c'est aussi un moyen de partager autrement que par voilà, une vidéo. J'étais pas forcément présentable ou l'envie de. Enfin, je me suis un peu cachée pendant quand même quelques mois. Donc, écrire, c'est un moyen de poser en fait ce que j'avais besoin, de laisser une trace pour le futur, pour même moi m'en rappeler, me dire bah tu viens d'ici, quoi, tu reviens de ça et écrire, voilà, ça a été une thérapie au même titre que le sport en est une aujourd'hui en fait. Ouais. Et c'est vrai que du coup, tu parlais de, entre guillemets, de ce besoin de d'écrire, mais aujourd'hui, tu le disais, tu as encore un handicap qui est pas forcément visible parce que voilà, c'est pas visible, mais il est physique. Tu es fatigué, tu peux pas monter haut dans les tours avec le cœur. Et pourtant, au travail, c'est ce que tu disais il y a 2 ans à peu près, en octobre 2020, tu dis que ton handicap n'est pas reconnu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évolution par rapport à ça ou c'est toujours le cas? Bah, l'évolution, c'est moi qui fais des sacrifices. Enfin, non, je vais pas parler de sacrifices. C'est moi qui essaye d'avancer pour me sortir de cette situation. Alors, le handicap, il est reconnu. Enfin, je peux le dire, hein, j'ai un statut de travailleur handicapé, Handicapé, ouais. Mhm. mais c'est ridicule en fait à hauteur du parcours que c'est. On reconnaît mal les choses. Et moi, je suis tombée malade, j'étais étudiante. Mhm. On se rend compte qu'il y a peu de choses qui sont faites pour les étudiants parce que ben, on ne peut pas être en arrêt de travail. On reprend nos études bah, pour valider nos diplômes, c'est de la négociation pour avoir certains enseignements qui soient supprimés, pour pas faire certaines choses.
Alors moi, j'avais plus de sport à l'époque, mais je pense que si j'avais repris par exemple au lycée, j'aurais pas pu faire de sport, ou très peu, ou pas de la même façon. Euh, donc c'est vrai que c'est quand même un combat du quotidien pour faire reconnaître qu'on a une fatigue. Et maintenant, on me dit, bah, tu es greffé, tu es guéri. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Donc, et voilà, c'est quand même. Il Et y a c'est une... dur d'entendre ça de la part des gens. Tu dis, mais t'es greffé, t'es gris, alors que c'est, comme tu dis, c'est pas le cas. C'est dur à entendre. Euh, c'est pas que c'est dur parce qu'en fait, je comprends leur méconnaissance. Peut-être que j'aurais été la même personne, donc je peux pas juger en fait les gens. Ce qui est dur à entendre, c'est que après le premier combat pour la maladie, il faut se battre pour ses droits, il faut se battre pour faire reconnaître qu'on est fatigué, que on peut peut-être pas toujours honorer certains rendez-vous, un rythme de vie. Il y a des gens autour. Enfin voilà, après quand on commence à travailler, ben on doit rendre des comptes. Alors moi, j'ai un patron très compréhensif. Enfin, je le remercie d'ailleurs. Hein, c'est mon patron. Enfin, on a une relation je ne vais pas dire fusionnelle, c'est pas le bon mot, mais on est assez proches. Il comprend, il a suivi mon parcours. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, bah voilà, maintenant, ça fait 3 ans. Je veux dire, on me croise dans la rue, on ne sait pas ça. Hmm. Ça reste un combat au quotidien. Euh, et du coup, ouais, c'est pas facile. Puis c'est pas forcément le sujet d'en parler partout, quoi. Ouais. La greffe, on l'a peut-être pas forcément dit, mais elle dure combien de temps cette greffe? C'est pas très long. Alors enfin, c'est une journée qui est un peu bizarre parce que bah, du coup, le donneur donne le même jour que que le receveur reçoit. Donc, mon frère, comme je l'ai expliqué peut-être à certains qui n'étaient pas là, donc moi, c'est mon frère jumeau qui m'a donné. Il a été hospitalisé donc la veille de la greffe dans une chambre à côté. C'est assez rare, mais on n'était pas très loin. On ne pouvait pas se voir, mais lui, il est allé au bloc un matin. Donc il est prélevé vers 8 h, 9 h. À 9-10 h, j'ai des nouvelles comme quoi bah, le greffon est de bonne qualité, qu'on va pouvoir potentiellement me le transfuser, que la greffe va bien se faire. Donc ensuite, il le traite. Et moi, la greffe, par exemple, dans mon cas, elle est arrivée vers 15 h dans ma chambre. Elle a été transfusée et ça a mis 1 heure la transfusion. Parce qu'en fait, ça se fait tout seul. Il faut laisser le rythme se faire tout seul. Donc ça a Et du duré. coup, la moelle osseuse qui t'a été greffée, entre guillemets, tu peux Ouais. la garder, enfin, ça dure, c'est à vie, ou c'est 30 ans, parce que il y a des greffes d'organes, notamment, on se dit, bah, ça dure 30 ans, 20 ans, 30 ans. Toi, c'est à vie. Non, là, ouais. En plus, en donnant, du coup, là, vous êtes sûr que vous donnez Mhm. parce qu'on greffe des cellules qui vont coloniser nos organes. En fait, c'est comme une usine, donc on remet, on injecte, en fait, on met les machines et les machines, bah, elles sont capables d'avancer, de produire le sang. Et donc là, je produis du sang bah, de mon don, en fait, de mon donneur. Et Voilà. moi, je me souviens quand je me suis inscrit sur la liste de donneurs, et d'ailleurs, j'incite celles et ceux qui vont nous regarder à le faire. Il y avait une confidentialité sur le fait qu'on voulait pas forcément, on a signé un papier comme quoi on voulait pas rechercher le receveur. Oui, Je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. c'est un des grands principes du don. Alors, du don aussi d'organes, hein. Le don est anonyme, gratuit. On accepte de donner enfin, alors pas sans limitation de temps, on peut toujours se retirer d'un registre, mais on accepte une fois qu'on a décidé de donner, qu'on a été, imaginons, vous êtes sélectionné, qu'on dit oui, je donne, faut plus faire marche arrière parce que à partir du moment où on va au tribunal, qu'on signe comme quoi on est consentant à donner, on engage quand même, en tout cas chez le receveur, des traitements, des protocoles qui sont très lourds de chimiothérapie qui viennent tout brûler. C'est intensif pendant, alors ça dépend des gens, entre 5 et 10 jours de chimiothérapie non-stop, où en fait on en ressort complètement vidé, cramé, il n'y a plus rien qui se passe dans notre corps. Et donc, si le donneur se retire à ce moment-là, bah, il n'y a plus d'espoir de vie en fait. Ouais. Donc, ouais, c'est une fois qu'on donne, on donne. Par contre, le don est anonyme, gratuit, et on peut quand même, c'est ça qui est intéressant, via l'agence de biomédecine, écrire à son donneur. La correspondance entre donneur et receveur est autorisée sous condition de censure d'anonymat. Par contre, en tant que receveur et en tant que donneur, on peut savoir à qui on donne, donc l'âge, le sexe, la date de naissance et le pays. C'est tout. D'accord.
Mm. Donc on peut donner à l'international, parce que c'est vrai que moi je pensais que c'était exclusivement réservé en France, le fichier était français, mais non, c'est international. Non, en fait, le fichier, alors, il est d'abord national. Un malade français va d'abord regarder sur le fichier français s'il n'y a pas d'honneur, on va sur le fichier européen ou allemand. Parce que donc les Allemands, ils sont 11 millions à donner. En France, on est 300 000, sachant que voilà, on a une chance sur 1 million. En France, on a forcément d'avoir un don. Donc il y a beaucoup de dons en France qui sont faits via l'Allemagne. Et puis si jamais on n'a pas de dons en Europe, on regarde les fichiers mondiaux, mais voilà, c'est plutôt européen que français, franco-français ou mondial, quoi. Pour terminer, parce que je vois que le temps passe, ça file, mais c'est tellement un super message, et puis c'est vrai que c'est magnifique. Enfin, ton combat et tout ce que tu expliques, c'est top. Tu évoquais tout à l'heure la transjurassienne. Tu étais présente au mois de février pour tenir un stand aussi, pour sensibiliser aussi les sportifs et tous les visiteurs. On expliquait tout à l'heure un petit peu l'implication des sportifs, mais tu as aussi quelques kilomètres, tu as aussi fait quelques traces de ski. Comment ça s'est passé cette expérience de ski? C'était, bah là, ils vont tous rigoler forcément parce que en fait, c'était un défi qu'on m'avait donné en début de, non, déjà l'année dernière. Sylvain Guillaume qui m'avait donné Oui, le le salut, ouais. et par là, qui m'avait missionné de remonter sur les skis pour voilà, faire la transjurassienne avec eux. Bon, bah, moi, j'étais pas du tout en état de le faire l'an dernier. En plus, bah, ça a été annulé. Là, cette année, c'est vrai que j'ai pas beaucoup skié avant la transjurassienne. Donc, c'est pareil, je me voyais pas m'engager. Donc, j'ai fait juste la fin. En fait, je les ai rejoints sur le parcours, eux, au nom de l'association. Et je trouve vraiment sympa le message. Ils ont fait les 70 km pour l'association. Donc, Alors, vraiment, c'était en skating ou en classique qu'ils ont fait du coup, parce qu'il y avait deux. la grande boucle enfin, les 70 km la traverse. Mhm. Et rejoint à la fin pour juste terminer et puis bah, passer un message que c'est voilà il faut y aller il faut qu'on connaisse l'association et pourquoi on milite parce qu'on cherche pas d'argent, on cherche des donneurs de moelle osseuse pour bah, enrichir les fichiers et que tous les malades potentiels aient une chance de pouvoir bénéficier d'une greffe de moelle osseuse. T'as fait quoi? T'as fait 5 bornes? T'as fait 3 bornes? 2 bornes? C'était quoi un peu? Et, 1 kilomètre. 1 kilomètre. Mais Alors, il y a un autre défi, voilà, c'était vraiment les prémices de ce qu'on va faire l'année prochaine. du coup, si tu veux faire quoi l'an prochain? 20 kilomètres? 30? Bah, ça dépendra de celle qui y a à faire, mais ce serait bien de faire la 25 au moins, voilà, de faire une vraie course de ski. Voilà, parce que aussi le ski c'est plus facile pour moi que la course à pied là maintenant. C'est vrai qu'avec les douleurs, la fatigue, voilà, je préfère le ski et puis les sports plus Du qui doux. plus doux. Moins traumatisant, ouais, c'est ça. Hmm. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julie. On arrive à 45 minutes d'émission, donc on va devoir s'arrêter là malheureusement. Mais en tout cas, merci pour ta confiance. C'était vraiment bien. Ben, J'espère qu'on pourra transmettre ce message-là à tout le monde via nos réseaux respectifs et puis en espérant qu'il y ait de plus en plus d'inscrits sur ces listes parce que c'est vraiment le message aussi qu'on voulait faire passer et aussi l'intérêt du sport. et puis bah, encore une fois, je remercie bah, tout le monde du soutien et bah, l'avenir gynéclédonien pour être toujours à mes côtés et que voilà, c'est des associations sur Lons où il n'y a pas que le sport qui compte, il y a aussi l'esprit de famille, l'entraide et je le savais, voilà, c'est vrai que bah, on s'en rend compte quand on est touché de près ou de loin qu'il y a vraiment des belles associations sur Lons, donc voilà, je Un les remercie. beau, euh, un beau message. Merci beaucoup en tout cas, Julie. Bah, merci beaucoup. Bonne Bonne, soirée. bonne soirée à toi et puis à très bientôt. Ouais, merci. Merci beaucoup. Alors, on remercie Julie pour ce témoignage, hein, et voilà, bouleversant, avec d'espoir, hein, parce que c'est vrai que le sport, on l'a vu, hein, permet aussi de rebondir, de relever plein de défis. Alors là, c'était un défi de 1 kilomètre sur le ski de fond, mais elle a fait bien d'autres, je pense, entre-temps, et elle va en faire bien sûr d'autres.
Et en tout cas, bah, voilà, n'hésitez pas à donner à vous inscrire sur la liste de donneurs, à donner votre sang aussi quand vous pouvez, parce que ça c'est pareil, on l'a pas forcément dit, mais vous pouvez aussi donner votre sang. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Comme on disait tout à l'heure, alors là c'était pas 4 heures pour le don du sang, mais 1 heure, c'est quoi dans une vie pour sauver peut-être 2 ou 3 personnes. Donc engagez-vous dans le sport comme on le dit à chaque fois, prenez du plaisir. Et puis bah, en tout cas, merci encore d'avoir été présent ce soir. J'espère que vous avez passé un excellent moment. En tout cas, ce fut le cas pour moi. Merci à vous. Et bah, je vous donne rendez-vous lundi, normalement, je dis bien normalement lundi, à partir de 18h45 pour une nouvelle émission. On va parler foot et rugby, ce que je vous disais lundi. Et aussi merci au club de Lons, l'AG Lons, qui commente, et aussi à Rosa pour ce petit commentaire par rapport à Julie. Beaucoup d'espoir, je pense que c'est le mot qu'il faut retenir. On se retrouve lundi, normalement, si tout va bien, si je ne deviens pas papa d'ici là. Voilà. Bonne soirée à vous et puis à très bientôt. Ciao.